Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Et puis moi, je voulais quand même qu'on revienne, parce qu'avant d'aller sur cette analyse macroéconomique qui est passionnante, puisqu'elle nous permet de mieux comprendre ce qui se joue devant nous et pourquoi tout le monde s'aligne, on joue quand même, encore une fois, à faire peur, on joue encore à parler de guerre, voire guerre mondiale. Donc on aimerait bien refaire encore un point sur notre armée, sur les compétences européennes, si vous voulez bien faire ça aussi. En fait, sur le discours d'Emmanuel Macron, moi, il y a quelque chose, et puis globalement, par rapport à ce que je viens d'entendre là, il y a quelque chose d'un petit peu, je dirais, à contre-temps. C'est-à-dire que Emmanuel Macron nous fait peur, on l'a vu avec des accents que n'aurait pas renié un Charles Péguy, des termes utilisés, l'âme de la force d'âme de la France, des choses qu'on n'entend pas habituellement chez Emmanuel Macron. Et puis surtout, chaque phrase d'Emmanuel Macron est souvent, quand il parle de la France, il y a souvent l'Europe derrière. Là, il n'y avait pas l'Europe, ou très peu, dans ce discours, et qui sonnait presque comme une mobilisation générale. Donc, le président veut le lendemain, d'ailleurs, il a été encore plus loin en utilisant le terme de menace existentielle en parlant de la Russie. Donc, il veut vraiment nous faire peur, même si l'Élysée dit que par rapport au titre du JDD, ce n'est pas ça, etc., etc. En fait, quand on a besoin de corriger comme ça veut dire qu'il y a quand même un fond de vérité qui est émis par ce journal. Donc, le problème, il est que, moi, je dis à contre-temps, pourquoi ? Parce qu'on se retrouve d'abord avec un personnel politique qui était responsable, Emmanuel Macron compris, on se souvient du limogeage du général de Villiers, on ne va pas revenir dessus, mais qui ont été responsables d'un recul du budget de la défense, qui est devenu une véritable variable d'ajustement du budget, alors que d'autres budgets comme l'éducation nationale et autres, on ne pouvait pas les toucher. Depuis 40 ans, on a réduit nos compétences, on a réduit la taille de notre armée, tout simplement. On a d'ailleurs aussi vendu des fleurons de l'industrie de défense à des pays étrangers. Enfin, il y a eu quand même un recul, on va dire, de l'armée française, même si elle reste la première en Europe, en tout cas dans le cadre de l'Union européenne, et qu'elle a effectivement énormément de compétences encore, même si elle n'est pas habituée à mener des guerres de haute intensité comme celle qui se déroule en Ukraine, elle reste une bonne armée. Mais on a réduit considérablement. Donc ce personnel politique, il est présent, et aujourd'hui, il nous explique qu'il y a urgence. Effectivement, il y a urgence, mais si on doit retrouver des capacités, imaginons, dans le cadre d'un affrontement avec la Russie, c'est dans 5 ans au minimum, dans 10 ans au minimum, en gros, plus vraisemblablement 10 ans qu'on aura cette capacité. Or, la guerre en Ukraine, elle se joue aujourd'hui. Et encore une fois, par rapport au discours d'Emmanuel Macron, il y a quand même un décalage énorme quand on est de dire finalement la guerre est imminente, elle est aux portes de nos frontières, etc. Ou comme Jean-Noël Barrot l'explique, la ligne de front s'est rapprochée. Bon, elle s'est rapprochée de 200 kilomètres. Les Russes, en 2 ans, ont pris 200 kilomètres dans le Donbass. Voilà comment la ligne de front s'est rapprochée. Oui, certes, la menace est là. Certes, il existe une tension avec la Russie. Mais comment peut-on faire croire qu'on est au bord de la guerre alors que Russes et Américains, dans le même temps, sont assis autour d'une table pour négocier la paix en Ukraine? Y aura-t-il les Ukrainiens? Y aura-t-il les Européens? Ça, on ne sait pas encore. Monsieur Zelensky, ce matin, se rend à Riyad pour discuter avec le prince héritier Mohamed bin Salman. Et demain, une délégation ukrainienne commence à parler de paix et de négociations avec la délégation américaine. Donc, quelque part, on avance dans ce processus. Il y a eu la réunion de Riyad, il y a eu celle d'Istanbul. Et nous, dans l'histoire, on dit, oui, attention, la guerre est à nos portes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, j'ai un problème aussi avec cette rhétorique qui veut que l'Europe, ça y est, l'Europe se mobilise, les 800 milliards, etc., etc., et on va pouvoir prendre la place des Américains qui ne sont plus un allié très fiable, qui ne sont plus
pour certains du tout un allié, et qui vont se retirer du théâtre ukrainien. On le voit bien, ce qui s'est passé hier à Souja, à Koursk, est une des conséquences du désengagement américain, c'est-à-dire que l'offensive ukrainienne en Russie, dans l'oblast de Koursk, eh bien, risque d'être annihilée à cause justement de l'absence de partage, entre autres, de l'absence de partage de renseignements entre Américains et Ukrainiens qui a cessé complètement. Mais imaginons quand Emmanuel Macron nous explique qu'il faut continuer à mener ce combat, qu'il faut repousser la Russie quelque part. Comment pourrions-nous repousser la Russie, nous, Européens, aujourd'hui, sans les Américains, alors que depuis 3 ans, dans cette guerre en Ukraine, où nous avons participé, où nous avons mis la main à la pâte, où nous avons livré des armes, des canons César, des AMX, etc. Oui. Comment pourrions-nous gagner cette guerre sans les Américains, alors que depuis 3 ans, nous ne la gagnons pas avec eux? Il y a quand même une incohérence dans ce discours. Et puis, je vous dis, pour moi, ça me paraît être assez alarmiste pour déclencher finalement une sorte de suspicion. Est-ce que ce n'est pas de la part, comme le disait Jean-Marie Roire dans Le Figaro, de la part d'Emmanuel Macron, une manière de monopoliser une scène sur laquelle il a encore du pouvoir, alors que au niveau interne, au niveau de son gouvernement, eh bien, il n'a plus ce pouvoir, il n'a plus cette latitude. Donc, il lui reste quoi? Le domaine réservé, la défense et l'international. Voilà. Mais attendez, parce qu'en fait, à vous entendre tous les deux, Bernard Wich, Régis Le Sommier, le premier dit derrière, il y a une volonté macroéconomique. Le deuxième dit derrière, il y a une volonté politique de récupération, finalement, de retrouver un peu une France unie derrière un ennemi commun, ou une Europe unie derrière un ennemi commun. Et puis on peut aller plus loin, on peut aller même interroger le fait que peut-être bientôt il y aura des censures au nom de lutte contre l'ingérence étrangère qui pourront aller censurer plus que ça, et tous les ennemis d'Emmanuel Macron. On peut, voilà. Mais finalement, quand on se dit, il y a tout ça qui est derrière, et vous le décrivez, mais il y a quand même aussi véritablement une guerre qui est en jeu. Et comme l'a dit Donald Trump, alors est-ce que ça aussi, c'est du pipeau, mais qui a dit, attention, on peut basculer dans la Troisième Guerre mondiale. Jusqu'à quand on joue avec des mots pareils, c'est pas que des mots, puisque là, on est en train de réarmer l'Europe, et on est en train d'enclencher des grands plans. Jusqu'où ça va aller dans cette tentative de récupération, on l'a dit, économique ou politique, finalement. Mais derrière, il y a quand même un front qui est en train de s'organiser, c'est ça que je veux dire. Régis Le Sommier, puis Bernard Wich. Jusqu'où ça peut aller, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai, quand Donald Trump parle justement de jouer avec la Troisième Guerre mondiale, il l'a dit d'ailleurs à Zelensky devant lui à la Maison-Blanche. Il a dit, vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Ce que Donald Trump veut éviter, c'est justement cette forme d'engrenage. Vous savez, moi, je me réfère souvent à cette tribune publiée par Henri Guénaud en avril 2022, où il disait « Nous allons à la guerre comme des somnambules », expliquant que finalement le mécanisme et les engrenages sont assez similaires, ou pourraient être assez similaires, hélas, à ceux qui ont mené le monde à la Première Guerre mondiale, 20 millions de morts, et ensuite seconde. Là, oui, on n'est pas à l'abri qu'il y ait, effectivement, souvenez-vous, par exemple, quand l'Ukraine a voulu intercepter un missile russe et que le S-300 tiré par la défense antiaérienne ukrainienne est retombé sur la Pologne, pendant quelques heures, on s'est imaginé que ça y est, les Russes attaquaient la Pologne et que l'engrenage, on était encore une fois à 2 doigts de l'engrenage avec ce mécanisme qui peut se mettre en place et qui peut nous conduire à une guerre nucléaire. Ça, on sent bien que Trump, c'est vraiment quelque chose qui le perturbe. Il y a aussi chez lui l'idée que la paix en Ukraine est nécessaire parce qu'il veut arrêter une boucherie. Et encore une fois, il a raison. Imaginons, depuis 6 mois, la guerre a progressé, on va dire, de quelques centaines de kilomètres carrés que les Russes ont reconquis. Il y a eu, depuis 6 mois, au moins 50 000 soldats morts ou blessés de chaque côté. Au bas mot, c'est une estimation, mais les combats sont tellement intenses, notamment hier et avant-hier à Souja, et aujourd'hui à Pokrovsk, Toretsk, dans d'autres parties du front, et même dans la vallée de l'Oskil. On est dans une situation où la guerre ne baisse pas en intensité, et pour les gains obtenus, est-ce que ça vaut le coup de continuer cette guerre 6 mois encore, 1 an encore? Pour quel résultat? Et c'est là où Trump appuie sur son arme, on va dire, électorale, c'est-à-dire qu'il veut être le président de la paix, il veut être celui... Alors,
reste à savoir si Vladimir Poutine, ayant l'avantage maintenant sur le terrain, compte mettre un terme à cette guerre. Ça, il y a énormément de discussions qui ont lieu en ce moment, mais en réalité, oui, Trump a raison sur les risques que font courir au monde cette guerre, et puis le coût qu'il a particulièrement pour la société ukrainienne, et il est temps que tout ça s'arrête. Bernard Wicht, même chose, si vous voulez. Vous nous avez expliqué tout à l'heure la volonté macroéconomique qui était derrière. Régis Le Sommier, vous l'avez entendu, considère qu'il y a certainement une récupération politique derrière d'Emmanuel Macron. Et finalement, on se dit, on joue là avec des mots terribles et des outils terribles qui peuvent quand même, malgré tout, nous faire basculer dans l'escalade meurtrière, dans l'escalade de la guerre, dans l'escalade, voire de la Troisième Guerre mondiale. Tout ça pour ces éléments que vous avez cités plus tôt, tous les deux. Est-ce que vous considérez qu'il y a véritablement une bascule qui est possible dans un engagement européen guerrier, et donc véritablement un engagement de notre boussole, voire une Troisième Guerre mondiale? De mon point de vue, je pense qu'il faut vraiment distinguer la rhétorique actuelle, que ce soit celle du président français, que ce soit celle de Donald Trump, celle des Russes, et la réalité géopolitique qui a subi un changement vraiment majeur. Pour la première fois depuis, on va dire, depuis la création de l'OTAN, les États-Unis disent maintenant c'est fini. Et d'ailleurs, ils ont coupé le renseignement aux Ukrainiens, etc. C'est un virage à 180 degrés par rapport à l'administration Biden. Et maintenant, les Européens se rendent compte qu'ils doivent continuer seuls et qu'ils ne peuvent plus attendre l'oncle Sam et ses troupes et ses arsenaux qui regorgent de matériel et d'armes et de munitions. Ils doivent se débrouiller seuls. Donc ça, et c'est pour ça que je pense qu'on a un momentum tout à fait important pour l'Europe qui doit véritablement cette fois faire la preuve de son existence, non seulement économique, mais aussi géopolitique. Alors, on vient de dire qu'en ce moment, les combats sont très durs. Alors, j'ai envie de dire, encore une fois, ce que je vais dire est très iconoclaste, voire même d'une froideur redoutable. C'est que c'est généralement ce genre de situation avant la paix. Chacun des protagonistes essaye de gagner, essaye de prendre des gains territoriaux qui lui donneront une position solide à la table des négociations. Et les Russes agissent dans ce sens-là, mais ça n'a rien de nouveau. La guerre de Corée présente un exemple similaire. La fin de la guerre du Vietnam, c'est la même chose. Alors qu'on négocie à Genève, les combats se durcissent dans la péninsule indo-chinoise. Donc ça, c'est une réalité. Ce qui est important, c'est que l'Europe a maintenant les cartes en main et surtout, je dirais, l'obligation de faire front. Et tout d'un coup, la carte géopolitique de l'Europe change complètement. C'est intéressant de voir que dans le discours et je parle vraiment de l'accord sur les 800 milliards pour relancer les industries de défense européennes. Je rappelle une chose, c'est que l'économie russe, elle est montée en puissance exactement avec le même système. À partir de 2023, quand les industries de défense russes commencent à tourner à plein régime, peut-être pas à plein régime, mais à un régime largement supérieur, le taux d'emploi augmente, les salaires augmentent parce que les autres secteurs de l'industrie doivent aussi s'adapter et l'économie russe se renforce. Donc, pourquoi l'Europe ne vivrait pas la même réalité alors que maintenant, elle va plutôt mal? Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment distinguer la rhétorique qui est belliciste, et la situation géopolitique. Et un dernier mot sur les États-Unis, parce que le président Trump a compris et il le dit avec ses mots, avec sa fougue, etc., mais que la surexpansion impériale des États-Unis depuis la fin de la guerre froide a entraîné le pays dans un gouffre. Et donc maintenant, il veut casser ça à sa façon, de manière, on va dire, relativement brutale, un peu comme un cow-boy. Oui.
Donc, il veut reprendre le Groenland, alors que le Danemark est un allié privilégié des États-Unis depuis des décennies et des décennies. Il parle de faire du Canada le 51e État, alors que les Canadiens sont des alliés fidèles des États-Unis. Donc, on voit très bien que, je dirais, le souci n'est plus du tout de rétablir une hégémonie américaine, quelle qu'elle soit, mais de se dégager de toutes ces obligations stratégiques qui grèvent complètement l'industrie américaine. Je crains que tout ça ne débouche sur rien. Parce que, comme je l'ai dit, les infrastructures industrielles américaines sont moribondes. Et que là, il va pas réussir à le remonter. En revanche, l'Europe, on l'a dit, l'Europe, pour se réarmer, elle va avoir besoin de temps. Ça ne va pas se faire en une année, en 2 ans. Je pense qu'il faut compter minimum 5 à 10 ans. 10 ans, ça me semble beaucoup plus réaliste. Et c'est un horizon qui est, à mon avis, tout à fait intéressante pour la construction européenne. Ce qui a aussi changé dans le discours de Madame von der Leyen lors du sommet des 27, c'est que tout d'un coup, on ouvre la porte, et ça c'est symptomatique, on ouvre la porte aux pays européens non membres de l'Union européenne. On a parlé de la Turquie, on a parlé de la petite Suisse, on a parlé du Royaume-Uni, alors qu'avant, le discours, il était extrêmement agressif vis-à-vis des pays que je viens de mentionner. Vous n'êtes pas chez nous, vous n'êtes pas dans le club, donc débrouillez-vous et subissez-en les conséquences. Tout d'un coup, le discours change, là aussi, à 180 degrés, parce qu'on a besoin tous les uns des autres. Je peux vous dire que dans notre petit pays, en Suisse, on a un débat qui est totalement similaire. On a économisé sur la défense, on a bradé des entreprises de défense à l'étranger, etc., etc. Donc, tous les pays européens sont plus ou moins dans la même situation. Les seuls qui ont, je dirais, déjà une défense solide, c'est les Polonais. Mais tous les autres doivent reconstruire. Et et là, je parle en termes de politique économique, hein, je ne parle pas en termes militaires, je parle en termes de politique économique. C'est une grande chance pour l'Europe. Alors évidemment, on ne peut pas faire une telle politique économique, dire qu'on va engager 800 milliards de dollars pour les industries de défense, alors que à première vue, il y a quand même des domaines qui sont en plus mauvais état que les industries de défense en Europe. Il y a forcément la nécessité d'avoir un discours assez belliciste. Je reconnais que on change de ton, on change de ton. Et Vladimir Poutine, lui aussi, il a besoin de ce discours. Lui aussi, il a besoin de ce discours pour, je dirais, pour conserver l'union sacrée des Russes autour de son leadership. Donc, Enfin, voilà. la différence, c'est que la Russie, elle est vraiment sur le fond, alors que nous, non. Donc, c'est sûr qu'on comprend que lui, il a besoin de son discours pour garder une mobilisation et une industrie militaire. Mais nous, on aurait une industrie militaire sans même être vraiment sur le front, d'après ce que je comprends. Alors, c'est d'abord, je pense que le front, excusez-moi de le dire comme ça, parce que là, je suis tout à fait dans la lecture des événements selon le principe de l'économiste autrichien Hayek, qui disait sans la théorie, les faits restent muets. Hum. Et si on prend cette approche, si on prend la mauvaise grille, ou disons une grille d'interprétation inadaptée, on va avoir une réponse inadaptée. Pour moi, la grille de lecture, elle est macroéconomique, elle est politique économique, c'est le keynésianisme militaire. Pendant la guerre froide, on s'est équipé, on a créé des forces armées européennes qui étaient quand même très, très, très importantes. Et Dieu merci, la guerre n'a pas eu lieu. Mais on avait ce discours belliciste et Oui. le risque de dérapage était bien plus important que maintenant. Ouais, on l'a vu pendant la crise de Cuba. Alors, Régis, vous êtes d'accord en tout cas sur cette notion, on va dire, de plan de keynésianisme militaire, mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir dérapage? C'est aussi ma question. Est-ce que finalement, on joue avec les mots, mais finalement, c'est bien contenu, ou est-ce que le dérapage est proche? Est-ce qu'on peut craindre un dérapage? Voilà, Régis Le Sommier. Moi, j'ai une petite remarque à formuler par rapport à ce qui a été dit. Moi, je ne crois pas que l'Europe, sur la guerre en Ukraine aujourd'hui, sur ce qui est en train de se passer globalement, internationalement, est
et du tout les cartes en main. L'Europe n'a pas du tout les cartes en main, elle est écartée des négociations. Les Américains l'ont bien souligné d'ailleurs en faisant une bilatérale à Riyad. Là, aujourd'hui, les discussions entre Américains et Russes se sont poursuivies à Istanbul. Aujourd'hui, le centre du monde, le cœur névralgique du monde diplomatique, c'est on signe plus des traités à Versailles ou à Sèvres, on signe des traités, on risque de signer des traités à Riyad ou à Istanbul. Oui. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les Américains et les Russes négocient et nous n'avons pas voix au chapitre. Alors, on a peut-être sommé, d'ailleurs, les Américains nous ont dit relevez vos budgets de la défense et occupez-vous de l'Ukraine. Ils nous ont donné cette consigne. Hein. C'est pas que Donald Trump, d'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense, Pete Hegseth, l'a bien précisé. Et donc, mais pas en dehors de ça, on n'a pas du tout la main. On est, comment je dirais, pris. On est un peu comme on était tellement habitués à suivre les Américains aveuglément depuis des décennies qu'aujourd'hui ils nous lâchent, on ne sait pas très bien comment les choses s'organisent. Et puis même en termes européens, certes, il y a une occasion historique pour l'Europe de montrer ce qu'elle a dans le ventre et de finalement exister, mais pour le moment, les choses sont très, vous avez souligné, Clémence, tout à l'heure, le fait que Giorgia Meloni refuse d'envoyer des troupes sur le front. Elle est quand même très dans le camp de Trump et d'Elon Musk. Sur l'alliance franco-britannique, là non plus, je suis pas du tout d'accord. Les Français et les Anglais ont dit on va envoyer des troupes. Emmanuel Macron s'est empressé de proposer un plan de paix qui arrêterait les opérations dans un premier temps dans les mers et sur les océans, que d'ailleurs Volodymyr Zelensky a repris à son compte aussi. Mais les Anglais, le lendemain matin, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce plan. Donc, on a remarqué que ce sommet qui avait été rassemblé à la hâte après l'explication, le clash de la Maison-Blanche entre Zelensky, Trump et J.D. Vance, eh bien, n'a pas finalement donné grand-chose. Alors, il y a eu l'annonce des 800 milliards, certes, mais tout ça va demander énormément de temps. Or, la question de la guerre en Ukraine, elle va se jouer dans l'année qui vient, au maximum, si ce n'est pas avant. Et le bellicisme, je veux bien, mais si la guerre en Ukraine s'arrête et qu'il y a un cessez-le-feu qui est imposé et qui dure et que il y a des solutions qui se trouvent, on va plus être sur une donne belliciste, en tout cas pour ce qui est du côté de l'Ukraine. Donc là, il y a quand même, on n'est quand même pas très en forme déjà. On a peut-être une occasion de relever nos budgets, on a peut-être une occasion d'exister militairement hors de l'OTAN. Et puis là, c'est pareil. Sur la question de l'OTAN, on ne sait pas très bien comment les choses vont se passer. On sent qu'il y a des tentations du côté américain de lâcher l'OTAN. Ça voudrait dire à nouveau un bouleversement, ça veut dire un bouleversement de nos habitudes, de 50 ans d'habitudes de coopération avec les États-Unis. Donc tout ça nous met dans une situation où moi je dis catégoriquement, nous n'avons pas les cartes, nous sommes un peu comme Zelensky, nous sommes victimes des événements, on peut se réorganiser, on peut profiter de ça pour dire oui, on existe, et ensuite arriver à peser, mais pour le moment, on ne pèse pas du tout.